Bonjour à tous, capsule juridique numéro 184 du 24 octobre 2023. Je ne serai pas seule aujourd'hui puisque j'ai invité maître Nancy Rizacher, ma consoeur, puisque celle-ci en effet s'occupe de pas mal de procédures et que je trouvais intéressant qu'on fasse un peu le point sur les avancées essentiellement positives qu'elle constate et qu'elle vous explique un petit peu toutes les procédures qui sont en cours. Donc je vais rapidement la boucler et je vais lui laisser la parole. Voilà, donc je suis aujourd'hui avec maître Nancy Risacher. Merci Nancy d'être avec moi. Merci à toi. Bonjour à tous. Et on voulait faire cette capsule à deux pour expliquer en fait les procédures, les types de procédures et les sujets que Nancy aborde pour l'instant dans les dossiers concernant cette fameuse crise dite sanitaire. Et parce qu'il y a plusieurs choses différentes. Donc Nancy, je vais te laisser la parole et exposer ça exactement comme tu veux, en prenant le temps que tu veux. On a tout le temps qu'il faut. Donc, D'accord. Alors, tu as parlé de la crise sanitaire, donc je vais commencer par les soignants suspendus, puisque tu sais que c'est un combat que je mène, alors pas toute seule, bien sûr, mais depuis plus de 2 ans maintenant. Et donc, je voudrais être positive aujourd'hui. Je voudrais insister sur les victoires que nous avons obtenues, puisqu'il y a eu quand même sur le fond 3 décisions. Alors, sur le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions dont je voulais vous parler sont des décisions de conseils prud'homaux. Donc, conseil donc c'est du prud'homal, privé, c'est pas du public. du droit privé. Voilà, c'est du D'accord. droit du travail privé, donc litige entre un employeur privé et des salariés. Donc évidemment, les employeurs privés étaient tous ceux qui étaient listés dans la loi du 5 août et le décret, ceux qui étaient assujettis à l'obligation vaccinale. Et donc, il y a eu toute une kyrielle, mais tu en avais déjà parlé, de décisions en référé, d'ordonnances de Mhm. référé, qui sont tombées depuis, on va dire, octobre 2021 jusqu'à récemment. Et puis ensuite, il y a les recours au fond, c'est-à-dire les recours qui visaient à demander donc l'annulation de ces décisions de suspension des soignants suspendus. Et donc il y a eu donc chronologiquement, hein, c'est pas pour me mettre en avant, mais chronologiquement, la première décision au fond a été rendue par le Conseil de prud'homme de Nancy, donc dans le 54 Meurthe-et-Moselle, Mhm. le 3 mai de cette année 2023. Et D'accord. cette décision est fondatrice puisque elle a été extrêmement bien motivée et le conseil de prud'homme a donné gain de cause à ma cliente, qui était certes une lingère dans un EHPAD, mais le fait que ce soit une lingère, on a eu donc de la jurisprudence en amont du Conseil d'État qui disait que peu importe la position, le poste occupé dans un établissement assujetti à l'obligation vaccinale, donc elle était bien, même en tant que lingère, si elle n'était pas soignante, mais Considérée comme soignante au sens large. infirmière, elle était assujettie à l'obligation vaccinale. Mhm. Donc cette décision, alors bien sûr, elle est frappée d'appel. Je suis là en ce moment en train de rédiger les conclusions en réplique à hauteur d'appel, donc devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy. L'employeur donc a conclu. L'employeur en réalité n'a comme argument que de dire j'ai appliqué la loi du 5 août, j'étais contraint d'appliquer la loi, sinon j'avais des sanctions. Et donc voilà, donc on tourne un petit peu en rond, je vais Est-ce que tu répliquer. pourrais rappeler justement, excuse-moi de t'interrompre, sur quelle motivation le Conseil du prud'homme avait donné raison à ta cliente Oui, au alors fond? il a notamment indiqué que c'était une violation du secret médical. Violation du secret médical, puisqu'en réalité, le soignant ou la personne suspendue, donc, devait faire valoir dans des délais impartis son statut vaccinal. Donc là, normalement, c'est uniquement le médecin du travail qui est lui donc soumis au secret médical, qui peut recueillir ce genre d'éléments, ce genre d'informations, de données donc Ok. afférentes à la santé. Et voilà. Il a également indiqué que c'était contraire, cette loi du 5 août. Alors, je rappelle aussi que les juges prud'homaux, en tout cas les juges, même le tribunal administratif, en droit administratif, sont juges également pour apprécier la valeur juridique et la conformité d'une loi nationale, c'est-à-dire en l'occurrence française, à des textes ou des conventions ou des traités internationaux. Et le Conseil de prud'homme a été assez courageux puisqu'il a aussi indiqué qu'il y avait violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il y avait aussi violation de Alors, l'article je 15. rappelle pour les auditeurs, l'article 8 de la Convention européenne, c'est la vie privée, la C'est protection de la ça, vie la privée. vie privée au sens large, Ouais. c'est-à-dire que là, sa Y compris liberté. l'état de santé, justement.
Voilà. Et puis la liberté de pouvoir effectivement disposer de son corps. Et ça a été aussi jugé comme étant contraire à l'article 5 de la Convention d'Oviedo, qui est aussi sur ce même thème, c'est-à-dire le droit de disposer de soi-même et effectivement d'avoir une vie privée et un libre arbitre aussi en Ouais. matière de son corps, quoi, hein, de disposition. Justement, pour les auditeurs, la Convention d'Oviedo, j'en ai déjà parlé dans quelques capsules, elle est essentiellement dirigée sur tout ce qui est justement essais thérapeutiques, essais génomiques, etc., tout ce qui est recherche médicale. Donc, c'est vraiment une convention très, très spécifique. C'est ça. Donc, en réalité, il y a déjà une grande avancée, donc le 3 mai, avec ce conseil de prud'homme de Nancy. Alors, on verra évidemment à hauteur d'appel, puisque ça sera tranché, je pense, dans le milieu 2024, hein, puisqu'on est à la phase des mises en état. Alors, pour les auditeurs, les mises en état, c'est effectivement les audiences de procédure, on s'échange les arguments, les pièces, jusqu'à ce qu'on ait tout débattu avant de pouvoir aller plaider le dossier. Donc voilà, ça c'était une première pierre. Alors à suivre, hein, bien sûr. Ouais. Il Et y tu a eu reviendras nous en parler, j'espère. bien sûr, avec plaisir. Puis j'espère que je vous donnerai une bonne nouvelle. Oui. Hein, je croise les doigts, bien sûr, et que l'arrêt confirmera le jugement du Conseil de Et prud'homme. est-ce que toi, sans donner lesquels, mais est-ce que tu as rajouté des arguments à ceux que tu avais déjà utilisés ou est-ce que tu reprends en appuyant ceux que tu avais déjà invoqués? Alors, je développe certains arguments et j'ai ajouté, mais je vais y venir, donc les décisions qui ont été rendues ultérieurement, puisque ça donne aussi une base jurisprudentielle, un courant jurisprudentiel qui se Ok. dessine. Donc, ça permet à hauteur d'appel, avec les décisions qui ont été jugées, enfin qui ont été prises ultérieurement, d'indiquer que véritablement Nancy n'est pas tout seul, Mhm. parce que le Conseil de prud'homme de Marmande, c'est une décision. Enfin, il y a eu plusieurs dossiers rendus le même jour, donc le 19 mai, donc 15 jours après la Mhm. décision du Conseil de prud'homme. Et là, c'est maître Florence Bessy qui portait les affaires. Et là, le Conseil de prud'homme de Marmande, alors on juge des partiteurs, je vais expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que on nous reproche souvent que les conseillers prud'homaux sont des citoyens, hein, puisque c'est une organisation paritaire, il y a des représentants donc des employeurs, des représentants des salariés, et ce sont effectivement des personnes de la société civile qui sont conseillers prud'homaux. Là, en l'occurrence, à Marmande, et j'y reviendrai après, tout plus récemment à Nîmes, à partir du moment où les conseillers prud'homaux ne parviennent pas à une décision parce que il n'y a pas de majorité, entre guillemets, c'est un juge du tribunal judiciaire, donc tribunal judiciaire Un juge professionnel, ça se dit. voilà, mais un juge professionnel, un magistrat professionnel, qui vient trancher le litige. Et on l'appelle le juge des partiteurs, puisque lui n'est pas conseiller prud'homal, il est juge Mhm. magistrat, donc au civil, au tribunal judiciaire, et c'est lui qui vient trancher. Donc, à Marmande, c'était déjà un juge des partiteurs. Et là aussi, les arguments soulevés, alors c'était toute une batterie. On avait tous effectivement balayé, parce qu'il y en avait quand même un certain nombre hein, de textes qui étaient contraires, Mhm. qui étaient violés par cette loi du 5 août. J'en avais cité justement plusieurs dans les capsules où je parlais de ces affaires-là. Je reprenais toutes les C'est ça, séries donc de. je vais faire vite, mais voilà, il y a Mhm. encore cette bonne décision donc à Marmande, avec là aussi des violations et puis vous verrez si vous lisez le dispositif, en tout cas plutôt les motifs de ces décisions là du 19 mai 2023 de Marmande, que les arguments n'ont pas été, je dirais, balayés, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie motivation. Mhm. Donc ça c'est important. Et donc tout dernièrement, donc là je rends à maître Alexandra Soulier, notre consoeur, qui a obtenu une décision donc devant le Conseil de prud'homme de Nîmes le 4 septembre 2023. Et là c'est un peu particulier parce qu'en réalité c'est une motivation complètement différente. C'est-à-dire que c'est une motivation qui ne reprend pas la violation des règles internationales, mais le Conseil de prud'homme a donné raison aux soignants suspendus sur la base du fait que l'employeur devait exécuter de bonne foi et loyalement le contrat de travail, parce que ça fait partie donc des Ça fait obligations partie des principes généraux du droit des du contrats. droit figurant dans le Code du travail, mais que là, il aurait dû rechercher un reclassement dans un poste qui n'aurait pas été en contact avec des personnes vulnérables. Et là, c'est très intéressant parce que donc il a accordé des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros à la soignante suspendue sur cette base-là, puisqu'il n'y avait pas eu d'obligation, il n'y avait pas eu de respect donc du contrat, le contrat n'avait pas été exécuté de façon loyale et il y aurait dû avoir un reclassement. Alors, si on remonte un petit peu aux dispositions de la loi, on s'aperçoit que c'était pas dit
clairement, ce reclassement. Il y avait un entretien qui devait être fait, on devait rechercher une solution, mais on ne parlait pas véritablement de reclassement. Oui, après, en même temps, c'est pas illogique, parce que les principes généraux, ils s'appliquent à tous les contrats, que la loi en parle ou pas. Bien sûr, Donc, c'est, bien sûr. moi, je vois ça vraiment comme une volonté du juge de ne pas prendre de risques avec les normes internationales, C'est alors qu'à ça. bout de sens, c'est plus facile pour lui, mais c'est bizarre, et de se rabattre sur les principes généraux, mais cela dit, tant mieux, parce que ça peut aider dans d'autres dossiers. Ah mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire qu'à un moment donné, on commence à avoir des décisions, je dirais de bon sens aussi. C'est-à-dire que Mhm. la hiérarchie des normes, c'est pas simplement une locution pour faire bien. Il y a une hiérarchie des normes, il y a des principes généraux du droit qui s'appliquent, Mhm. même si, alors il y a l'autre principe du spécifique qui déroge au général et qui peut s'appliquer. Ça, c'est là-dessus qu'on va nous contrer en disant oui, mais c'était une loi spécifique, hein, une loi sui generis, comme on l'a Mhm, ouais. appelée quand elle est parue. Oui, mais n'empêche que ça veut dire que, ouf, il y a quand même des juridictions qui, tout doucement, alors c'est long, hein, on trouve le temps long parce que 2 ans, c'est Mhm, long, mais qui aujourd'hui reviennent aux principes fondamentaux du droit. Et nous, en tant que juristes, ouais. en tant qu'avocats, ça ne peut que nous réjouir. Et est-ce qu'un appel a été formé contre cette Alors, je décision-là? ne sais pas encore, je ne sais pas encore. Il faut que j'interroge Maître Soulier, je ne sais pas. Je suppose que oui, parce que toutes ces décisions-là, évidemment, c'est des cailloux dans les chaussures Ouais, des différents employeurs et qu'en général, effectivement, ils vont à hauteur d'appel. Mais là, il faut que je vois, je n'en sais rien. En ok. tout cas, pour Florence Bessy et moi-même, oui, on est toutes les deux à hauteur d'appel et on va se battre D'accord. à hauteur d'appel. Donc ça, voilà pour les soignants suspendus. Alors, aujourd'hui, il y a aussi d'autres actions qui sont menées parce que, alors là, j'élargis un petit peu puisque on fait des recours. Alors là, cette fois-ci, je travaille avec Maître David Guyon, hein, parce que je travaille avec lui en Mhm, synergie depuis le début de cette pandémie. Sont des recours indemnitaires à la fois contre les employeurs, mais cette fois-ci privés et publics, et mhm, des recours contre l'État. Pourquoi? Parce que les recours indemnitaires que l'on fait, maintenant qu'on a un point de départ du préjudice qui était la date de la notification de la suspension, alors qui varie, hein, soit c'était effectivement le 15 septembre pour la plupart des soignants, puisque c'était le coup près du 15 septembre qui était mentionné dans la loi du 5 août, soit c'était un peu plus tard pour X raisons, parce qu'ils étaient en congé maladie, parce mhm. qu'on avait maladie, parce que il y avait des Là, congés là, tu payés. parles, excuse-moi, tu parles de l'indemnisation liée à la suspension. C'est Pas, ça. pas Là, les l'employeur. recours qu'on fait indemnitaires, c'est on Ok. part maintenant, on a le point de départ, hein, donc qui Mhm, est le 15, soit après parce qu'il y avait des certificats de rétablissement et que voilà, ok. jusqu'au point d'arrivée, puisqu'avec le décret du 14 mai, en fait, on sait que les contrats de travail et les contrats, enfin au sens large, même pour les agents publics, ont repris au 15 mai. Donc, Mhm. on a un point de départ, on a un point d'arrivée. Donc, le préjudice, on peut le calculer. Alors, quand je dis le préjudice, ce sont les préjudices. Oui, alors là, c'est chacun son préjudice personnel en fonction de sa situation. Alors voilà, il y a déjà le préjudice évidemment inhérent au fait que les salaires ou les traitements, hein, je parle salariés ou Ouais, agents ouais. publics, n'ont pas été versés. Ça, c'est le préjudice financier de base. Mhm. Mais ce que l'on demande aussi comme indemnisation, ce sont tous les préjudices induits, qui peuvent être des préjudices parce que vous avez été obligé de vendre une voiture pour subvenir à vos Une besoins, parce que maison vous ou avez une ouais, maison parfois, bien ouais. sûr. Vous avez été obligé de quitter votre appartement parce que vous ne pouviez plus Mhm. payer le loyer. Vous avez été obligé de demander de l'aide à votre famille ou à des tiers parce que, ben voilà, il fallait quand même bien manger. Mhm. Et puis, bien sûr, le préjudice moral. Parce que ce préjudice-là, on ne peut absolument pas ni l'oublier ni le pardonner. Ça veut dire que du jour au lendemain, vous avez des soignants et certains sont allés jusqu'à des suicides, hein. Alors on n'en parle pas, hein, ça c'est pareil, ça dérange, donc Mhm. personne n'en parle. Mais il faut quand même dire que assassiner Personne n'en socialement, parle à la télé, mais oui, oui, ceux mais qui échangent et ceux qui nous écoutent en ont parlé, oui. oui, on n'en parle pas assez, je pense, parce Ouais. que je pense que le traumatisme qu'ont subi ces soignants, déjà, il n'y a que eux qui peuvent véritablement le mesurer, hein. Nous, on peut en parler, mais Ouais. il faut l'avoir vécu pour se rendre compte de Mhm. la violence et de la brutalité de cette suspension. Donc, ce préjudice moral qui doit être aussi indemnisé. Donc, ça, ce sont des recours. Alors, soit devant le conseil de prud'homme si l'employeur était privé, Mhm. soit devant le tribunal administratif si l'employeur était public. Et puis, Et vous, il y en a combien plus ou moins en cours à ce niveau-là? moi, j'ai pas compté parce que en fait, là, moi, j'en ai une vingtaine. Je crois que David en a une quarantaine. Donc, D'accord. voilà. Après, c'est Et là, vrai que c'est on vrai. en est quoi à la mise en état aussi, j'imagine.
Là, on en est juste, alors pour ma part, devant les conseils de prud'homme, on en est au BCO, au Bureau de conciliation et D'accord. d'orientation, Ok. puisque ce sont des actions qui ont été menées cet été et au début de cet automne, enfin voilà, Ok, pour c'est tout pouvoir récent. ensuite être égrené sur toute l'année 2024. Mhm. Donc on en est au BCO. Alors si ce que je peux dire, c'est que là, j'ai eu 5 affaires qui sont passées devant les BCO. Dans les 5 dossiers, évidemment, en face, personne ne Oui, concilie. c'est ça. C'est-à-dire, ils Euh, comparaissent pas et ils s'en foutent, en fait. alors, ils comparaissent, paradoxalement, ils comparaissent avec des avocats quand même. Ils ont tous Mhm. pris des avocats. Ah ouais. Ils comparaissent, mais évidemment, ils ne souhaitent pas concilier, puisque je rappelle que le Bureau de conciliation et d'orientation, le BCO, en réalité, on ne plaide pas sur le fond. Les magistrats, les conseillers prud'homaux vérifient si on peut ou pas transiger. En fait, grosso Mhm. modo, si je D'accord. résume, c'est ça. Donc, on ne transige pas, on a un calendrier de procédure. Je suis même presque étonnée qu'ils comparaissent, en fait. Je croyais que tu allais me dire qu'ils venaient même pas. Non, au contraire, au contraire. Et en général, ils viennent même, enfin là, j'ai eu à Nancy, j'ai une consoeur de Lyon qui est venue vraiment rien que pour le BCO et qui a à cœur de répondre à nos arguments. Non, non, ça c'est ce que j'ai dit à Florence Bessy, c'est vrai qu'elle a le même ressenti, enfin, Mhm. je l'ai interrogée aussi. Non, non, on est pris au sérieux parce que justement, on a des arguments qui commencent à faire mouche et voilà. Et du Donc, côté, justement, des conseillers du conseil de prud'homme, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont aussi attentifs ou ils ont l'air de prendre ça pour une plaisanterie? non, ils sont beaucoup plus attentifs que dans les référés. Dans les référés, on avait une sorte de oui, oui, bon, ok, on vous écoute, mais la loi, c'est la loi. Parce que le temps a passé depuis l'heure, tu crois, ou parce Oui. que... Alors, Oui. peut-être que je pêche par excès d'optimisme, mais c'est vraiment mon ressenti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une frange de la population, donc forcément aussi des conseillers ou des magistrats, qui se disent, ben oui, le fondement véritablement médical, sanitaire, scientifique qu'on nous avait avancé, qui a fait qu'il y a eu des aberrations juridiques, aujourd'hui, ces fondements-là, ils tiennent plus trop. Donc, s'ils Mhm. tiennent plus trop, dans la chaîne, forcément, le droit reprend un peu sa place. Et fort Ouais, il va falloir peut-être qu'à un moment, ils fassent leur métier, faute de quoi c'est leur responsabilité qui sera engagée. bien sûr, bien sûr. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment de l'espoir, et c'est pas un espoir qui est fin ou un discours de façade, hein. Je Mhm. pense qu'on commence à avoir justement gain de cause parce que passer la peur, parce qu'il y a quand même eu cette peur là qui a été orchestrée, organisée, amplifiée, qui a fait que finalement, au nom de cette peur et de cette pandémie, ben, les règles les plus élémentaires du droit ont été bafouées. Et Mhm. tout doucement, elles reprennent leur place. Alors c'est long, hein, Ouais. malheureusement. Et donc, derrière, quand les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, vont nous dire, mais oui, mais c'est la loi, et si j'appliquais pas la loi, ben, de toute façon, je risquais forcément des sanctions, on attaque l'État. On attaque l'État parce que l'État aujourd'hui a causé, alors c'est sur la base d'une jurisprudence du Conseil d'État qui est antérieure, hein, bien sûr, Mhm. quand il y a un préjudice anormal et spécial qui a été fait à une catégorie de personnes, donc là en l'occurrence ce sont les soignants, je pense que le préjudice anormal, on peut aussi le Ouais. motiver facilement quand vous privez pendant 20 mois, hein, quasiment, si on prend 15 Mhm. septembre, 15 mai, vous privez véritablement de toutes les ressources, toute une catégorie de personnes, eh bien là aussi, alors là, j'ai pas de retour, hein, parce qu'on est en train de déposer les requêtes en attaquant les... Est-ce que tu fais pour les mêmes salariés à la fois le prud'homme et une action contre l'État, ou est-ce que chaque salarié décide avec toi lequel il veut attaquer? Alors, on laisse le choix, bien évidemment, parce que il y a un problème de prescription. J'avais eu très peur au début et j'avais un peu embrouillé les esprits et je présente mes excuses parce qu'en fait, j'ai tellement vu d'aberrations juridiques que lorsqu'on attaque l'exécution du contrat de travail, la prescription au droit du travail, c'est 2 ans et quand on demande des rappels de salaire, je le sais, c'est 3 ans. Et la Cour de Je le cassation, sais, je l'ai un peu oublié, c'est pas mon rayon. voilà, mais il y a un principe d'attractivité, comme on dit, la Cour de cassation dit qu'on prend la prescription la plus favorable aux salariés. Donc en Mhm. fait, c'est 3 ans en matière de droit du travail, mais en matière de droit public, c'est 4 ans. Donc D'accord. en fait, la Pas plupart tellement des... d'égalité devant la loi, là, pour le coup. Ben, pour le coup, non, puisque les problèmes de prescription sont différents. Donc, Mhm. les salariés ou les agents publics, on leur donne le choix, évidemment, entre attaquer leur employeur ou attaquer l'État ou attaquer les deux. Mais ça Mhm. peut se faire en 2 temps, justement, avec un an de plus, voilà, par rapport Mhm. à l'attaque Et attraire l'État comme partie intervenante forcée devant la juridiction prud'homale, ça Alors serait ça, possible. j'ai pas fait. Ça, j'ai pas fait Enfin, parce que il y pour a un moi, le problème contrat de il y a un travail, problème de compétence peut-être, parce que c'est l'État ça. n'est pas, voilà, c'est ça.
Et puis le juge prud'homal est le juge du lien contractuel entre deux Oui, mais à personnes. partir du moment où l'employeur va se défausser en disant, ah oui, mais c'est pas moi, c'est l'État, bah, dans Oui, ce cas-là, qu'ils en discutent à deux, quoi. Tu ouais, vois, mais ça le aurait juge été bien, mais là, il y naturel a un problème de de l'État. compétence. Ouais, mais je pense il y aurait un problème Mm. de compétence parce que Dommage. bon, Non, mais ça après, pourrait être amusant, parce qu'alors tu les laisses se débrouiller entre eux, toi, tu t'assieds, t'attends qu'ils plaident tous les deux, quoi. oui, mais je pense que l'avocat de l'État, en tout cas, serait véritablement tout de suite enclin à dire qu'il y a une compétence rationnée Oui, matérielle, forcément. c'est-à-dire, voilà. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on fait des recours, mais ce sont des recours, en fait, alors individuels, hein, je précise toujours, parce que moi, les recours collectifs, je ne sais pas ce que c'est, à part des recours politiques ou du lobbying. En fait, ce sont des recours en masse, mais individuels. Donc, ce sont des requêtes, et comme tu le disais très justement tout à l'heure, ce sont des préjudices qui sont distincts puisque chaque vécu, chaque situation est unique. Donc, c'est Mhm. vraiment au cas par cas. Ouais. Donc, voilà, ces recours-là sont en cours et je pense que de toute façon, il faut aller jusqu'au bout. Oui. Si on va jusqu'au bout, alors évidemment, ça a un coût à chaque fois, mais si on va jusqu'au bout, même si les affaires vont à hauteur d'appel, que ce soit la chambre sociale pour les employeurs privés ou que ce soit la cour administrative d'appel, ensuite devant la cour de cassation, chambre sociale ou le Conseil d'État, peu importe, derrière on a aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Alors c'est pareil, je ne veux pas être une idéaliste, je ne veux pas rêver parce que ce sont des procédures là encore qui sont longues. Il y a toujours un aléa judiciaire, faut être honnête, Et il mais suffirait d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme pour que tout ça à fasse fait. pencher le reste. C'est peut-être ça que tu allais dire, mais Et c'est ça, voilà, je ouais. dis qu'aujourd'hui, si on va jusqu'au bout, on épuise les voies de recours internes, hein, ça c'est un préalable juridique indispensable, et on va dans la Cour européenne des droits de l'homme, on a aussi là des chances. Donc voilà, les pistes sont quand même multiples Mhm. et on lâchera rien, parce que de toute façon, même si c'est un combat de longue haleine, j'ai Ah, bon il faut, de espoir qu'au toute final façon, on oui, les gagne. faut les inonder de procédures parce que il n'y a que comme ça que ça s'arrêtera aussi. Exactement, il faut dire, de toute façon on ne peut pas oublier, on ne peut pas pardonner, on ne peut pas en rester là, donc Non. il faut y aller. Mhm. Donc voilà, ça, ce sont les actualités sur les soignants suspendus, les recours. Et tu m'avais demandé donc mon actualité un petit peu plus, je dirais, à chaud là aujourd'hui. Mhm. Euh, et je travaille sur des dossiers donc, qui concernent l'hôpital de Remiremont, puisqu'un certain nombre de personnes, alors soit des familles de victimes décédées, soit des patients eux-mêmes qui ont été victimes de la prise en charge par l'hôpital de Remiremont. Donc l'hôpital de Remiremont, c'est un hôpital qui est situé dans les Vosges et qui est à 30 km d'Épinal, hein, Quoi, pour c'est un situer. petit hôpital ou c'est. C'est un petit hôpital, oui, c'est un Mhm. hôpital rural dont la direction est également commune à Épinal. C'est un hôpital qui s'est battu pour exister. Alors évidemment, j'en suis consciente, hein, moi je suis vosgienne hein, d'origine et je suis absolument consciente que dans nos campagnes, on a besoin effectivement d'hôpitaux de proximité et il y a eu effectivement pas mal de choses, de mouvements pour garder aussi la maternité, puisque quand vous devez faire 1 heure de route pour aller accoucher, c'est quand même pas exceptionnel. Et C'est quand vrai. vous devez aussi être pris en charge par les urgences, s'il faut faire des trajets, c'est pas non plus très sécurisant. En revanche, là, ces familles m'ont saisi. La toute première plainte remonte quand même à 18 mois. La toute première plainte, c'était au mois de mai 2022 pour donc le veuf d'une femme, et vous en avez peut-être entendu parler effectivement dans les médias, qui avait été hospitalisée d'une pancréatite aiguë et qui en réalité n'a pas été opérée à temps et qui est décédée. Donc elle avait 59 ans, donc c'est Mhm. quand même Très jeune. jeune. Et puis ensuite, courant de l'été, j'ai reçu 3 sœurs. Alors, ces sœurs, je les salue aussi parce qu'elles ont eu le courage de faire une association qui s'appelle Agissez pour elles. Agissez avec le jeu de mots, puisqu'elles s'appellent Angélique, Jennifer et Céline. Et c'est Agissez pour elles au pluriel, c'est-à-dire pour les victimes. Mhm. Elles ont perdu leur maman suite à une opération du col du fémur qui d'un seul coup, enfin, qui s'était bien passée. L'opération s'était bien passée. Et d'un seul coup, l'état de santé de la maman s'est dégradé. Mais c'est surtout tout ce qui est commun à ces dossiers. Alors, on en est à 13 plaintes hein, quand même. Quand même, Euh, hein. donc, pas toutes pour C'est homicide. le même service qui est concerné dans les 13 ou. Alors, il y a plusieurs services. Il y a le service de chirurgie orthopédique qui est quand même qui revient de façon récurrente, mais il y a d'autres services aussi. Et donc, c'est pas 13 plaintes pour homicide involontaire. La plupart sont pour homicide involontaire, mais il y a aussi des plaintes pour blessures involontaires. Je prends l'exemple de cette jeune femme qui a accouché au mois de novembre à Remiremont.
qui est retournée à plusieurs reprises pour expliquer qu'elle avait des saignements et des douleurs qui n'étaient pas normales. C'était son premier bébé. On l'a renvoyée en disant, écoutez, c'est normal, c'est des suites de l'accouchement. Elle a eu une chance inouïe, cette jeune femme, c'est qu'elle est partie faire un repas de Noël dans sa famille à Avignon. Et là, elle a fait une hémorragie massive en plein repas de Noël. Elle a été fort heureusement prise en charge rapidement par le centre hospitalier d'Avignon, qui lui a dit, écoutez, heureusement qu'on n'avait personne au bloc, qu'on a pu vous prendre dans les 20 minutes, parce que sinon vous seriez morte. Et effectivement, du placenta était resté dans son corps, et elle avait fait une hémorragie massive, elle aurait pu Oui, donc c'est même pas une histoire d'infection nosocomiale, machin, c'est vraiment je veux dire, des cas de figure très différents, en fait, les uns des autres. C'est ça. Donc, une erreur médicale, ça arrive, ça, je suis consciente. Et la médecine, on ne le répétera jamais assez. C'est une discipline très Un art, difficile. une science. Et Ouais. voilà, puis le corps humain réagit différemment. Ça, on en est conscient. On n'est pas des fous furieux qui voulons absolument mettre à genoux le système médical. Pas du tout. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il y aurait dû avoir D'autres s'en occupent très bien, le gouvernement. oui, bah lui, voilà, c'est une politique assez délibérée. J'y reviendrai puisqu'on a interpellé le ministre de la Santé également, qui est toujours pas venu. Mais bon, je relancerai mon appel, si tu me permets, Oui, à oui, travers bien sûr. le canal. Mais donc voilà, il y a eu un certain nombre donc, de plaintes qui ont été déposées. Et donc, il y a eu des enquêtes. Hein, là, effectivement, moi, je suis soumise au secret, bien sûr, mais ça a bougé de ce côté-là. Mais malheureusement, il n'y a eu aucune audition de partie civile depuis maintenant, l'automne, ça fait 1 an maintenant, qu'il n'y a pas eu d'audition de partie civile. Donc, tu le sais, en tant qu'avocate des parties civiles, je ne peux avoir accès au dossier que lorsque la première audition de partie civile a eu lieu. Donc, je suis un peu pieds et poings liés. Et cet Ce qui ne été, doit pas rassurer les parties civiles non plus. Je dirais, elles doivent commencer à avoir peur aussi. elles se sentent méprisées à nouveau. Elles avaient été, c'est ce que j'ai dit lors de la conférence de presse, elles avaient été, je dirais, même humiliées par l'hôpital qui ne comprenait pas leurs questions, qui ne comprenait pas leurs demandes finalement bien légitimes de recherche de vérité. Et là, le silence de la justice les a de nouveau ravivé ce sentiment de dire, bon, ben, on s'occupe pas de nous, on nous écoute pas. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je peux dire, c'est cet été quand l'avocat de l'hôpital a profité de cette inaction, alors apparente, hein, en tout cas de ce manque d'audition des parties en présence, pour dire, vous voyez, il y a pas, la justice ne bouge pas, c'est que les dossiers sont vides. Alors là, moi, ça m'a fait un bond, j'ai pas supporté, et j'ai dit, bon, pas de problème, à la rentrée, on fait une conférence de presse. Donc, on a orchestré cette conférence de presse qui a eu lieu le 9 octobre, mais hélas, et comme l'a très bien dit François Mali dans son article paru dans Le Point, je vous invite tous à le lire parce qu'il a tout compris. Il a tout pointé du Tu me doigt. donneras les références pour que je les mette en note? Oui, je t'enverrai carrément Oui, l'article. ok. Oui, c'est paru dans Le Point. C'est paru donc le 4 octobre de mémoire, mais je te redonnerai les coordonnées, enfin les références exactes. Et donc là, il l'a titré Le mort de trop. Donc, la conférence de presse était prévue depuis une longue date. D'ailleurs, les journalistes étaient invités depuis la fin septembre pour le 9 octobre et le 3 octobre, nouveau décès inexpliqué. Donc, depuis le 4 octobre, là, cette fois-ci, la direction a quand même pris la mesure du problème, enfin, je l'espère, l'ARS également. Petite parenthèse, au mois de juin 2023, il y a un rapport de la Haute Autorité de Santé qui avait clairement classifié l'hôpital de Remiremont en certification sous condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un nouvel audit devait être prévu pour vérifier la correction des anomalies qui étaient pointées. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de rapport sous condition? Alors, la certification, elle est obligatoire tous les 4 ans, mais si tu veux, il y a quatre couleurs. Il y a le vert foncé, où là, tout roule, tout est très bien. Le vert clair, où là, bon, il y a peut-être des petites choses à corriger. Le orange, c'est là Encore où la est signalétique à la McKinsey, ça. C'est ça, c'est le pictogramme, parce qu'ils aiment bien là Oui. maintenant les couleurs. Et puis il y a le rouge où là, carrément, la certification est refusée. Donc on est quand même dans le orange. Et d'après ce que je sais, le orange, c'est quand même assez rare parce que voilà, il faut déjà un certain degré de manquement au protocole pour pouvoir être classifié. Mais ce rapport, il est passé complètement inaperçu. Pourtant, il est public. Vous pouvez tous aller le télécharger sur le site de la HAS, hein, Haute Autorité de Tu Santé pourras me donner publique. le lien aussi? Là aussi, je te donnerai toutes les références, pas de souci. Et ce rapport, il est de juin 2023. J'en ai parlé dans la conférence de presse, mais il a fallu, alors je reprends le terme, hein, entre guillemets, le mort de trop,
pour que là, depuis le 4 octobre, le service de chirurgie orthopédique et d'autres services également soient arrêtés dans l'attente de remettre des protocoles. Donc, ça a d'abord été du 4, je crois, au 20. C'était toutes les semaines, l'ARS prolongeait. Et là, depuis vendredi dernier, donc le 20 octobre, c'est reprolongé jusqu'au 8 novembre. Donc, il y a de nouveau une enquête qui est menée et il y aura de nouveau un point qui sera fait donc le 8 novembre. Ça veut bien dire que depuis 18 mois, on nous a fait passer pour des fous furieux, en fait. Alors, les victimes pour des personnes qui n'arrivaient pas à faire leur deuil. Les avocats, donc, les avocats, donc, des victimes. Comme des grands Pour des gens vautours à l'affût des victimes. Exactement, pour des gens Classique. qui voulaient, en mal de publicité et qui voulaient se faire mousser. Sauf que peut-être que ce décès-là et bien d'autres, on aurait pu les éviter. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même. Alors, aujourd'hui, c'est Remiremont, parce que je m'occupe de Remiremont, mais il faut être honnête, hein. J'entends ça et là, je ne suis pas non plus ni sourde ni aveugle, que dans beaucoup d'établissements hospitaliers de France et de Navarre, on a exactement les mêmes problèmes. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et tu le disais justement, Ouais, ouais. on a continué à fermer des libres malgré le Covid. On a continué à faire finalement du personnel, des comptables, et on a mis de la logistique, mais les médecins n'ont plus le temps de soigner, ils doivent remplir les Bah, leur statistiques. fameux circulaire, là, j'ai oublié comment elle s'appelle, T2V, T2A ou un truc comme ça, qui impose justement au conseil d'administration des hôpitaux à devenir de plus en plus rentable et qui augmente, je crois que c'est Louis Fouché qui avait expliqué ça dans une vidéo, et qui augmente de manière exponentielle la partie administrative du travail des médecins, des gestionnaires, au détriment évidemment des soins, quoi. Exactement, exactement. Ils n'ont plus le temps de soigner. Ils n'ont alors plus le temps, plus les moyens en personnel et évidemment en matériel, mais aussi organisationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un tel dysfonctionnement que le système même de prise en charge de A à Z est complètement défectueux. Pour X raisons, mais et c'est là où je voudrais réinterpeller le ministre, parce que il faut quand même qu'à un moment donné, en 2023, en France, on se rende compte qu'on n'a plus de système de soins. Alors, il y a des professeurs magnifiques, des médecins magnifiques qui font un travail excellent. Il y a des infirmières, des aides-soignants qui se dévouent corps et âme. Attention, je ne fais absolument pas d'amalgame. Mais c'est justement aussi pour aider ces médecins, ces infirmières, ces personnels soignants et aussi ces administratifs qui n'en peuvent plus. Parce qu'aujourd'hui, s'ils sont allés dans cette vocation, parce que la plupart, c'est même pas un métier, c'est une vocation, hein, on le sait, ils ne peuvent plus exercer leur métier parce que on a des dictats gouvernementaux qui aujourd'hui font que l'hôpital est à genoux. Et ça rejoint les combats aussi pour les soignants suspendus, ça rejoint toute cette résistance pour dire, mais bon sang, en France, les piliers, donc notamment la santé, mais on pourrait parler aussi de l'éducation, hein, c'est un autre sujet, on fera peut-être une autre capsule sur le harcèlement scolaire, parce que j'ai des dossiers de harcèlement scolaire aujourd'hui qui sont vraiment très douloureux, et puis la justice, parce que tout ça c'est lié, la justice n'a plus de moyens aussi, dernièrement encore les greffiers ont fait grève, enfin, aujourd'hui, quels sont les axes et quels sont les projets de société de notre gouvernement, de notre chef d'État? Moi, je me pose la question. Cassé. Mais tout casser, mais on ne peut pas rester les bras ballants. Alors, tout Non, casser, non, mais qui peut adhérer à cette personne. Le problème, objectif? c'est que les gens sont, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, les gens sont tellement dans leur urgence quotidienne à arriver à payer leur maison, leur voiture, à nourrir leurs enfants, à trouver un travail pour ceux qui n'en ont pas, etc., qu'en bout de course, tu sais, tu as faim et tu épuises les gens, c'est un mécanisme sectaire aussi. Moi, je me suis beaucoup occupée de lutte contre les sectes il y a quelques années, et la meilleure manière de briser toute velléité de la part d'une personne, que ce soit dans une secte ou dans une population générale, c'est de l'épuiser et de l'affamer. Mhm, Quand tu es mhm. affamé, quand tu es épuisé, et c'est un petit peu tout ce qu'on est à des degrés divers, mais les indépendants, on court pour payer nos charges et on s'en sort pas toujours, malgré ce que croit la population. Tout à fait. Les salariés, quel que soit leur niveau, à part quelques très hauts cadres qui gagnent très bien leur vie, les charges augmentent partout, et on est dans une logique où, en bout de course, on passe notre temps à courir après pour payer juste les charges. Qui est-ce qui a encore le courage, après tout ça, de se dire, bah, OK, je vais essayer de me battre en plus. Alors, il y en a beaucoup qui le font, mais le problème, c'est que c'est pas assez, et que pour moi, ça fait partie justement de cette espèce de fuite en avant qui fait que, ils savent très bien que la population ne va pas se rebeller tant qu'elle a un peu à manger dans son frigo. Parce qu'elle Oui, a peur de plus en avoir. Et le oui, jour où il n'y mais aura plus à manger, là, ce sera autre chose.
Pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire que oui, se nourrir, c'est tout à fait important, mais le droit à l'accès aux soins, si tu tombes malade, que tu es alors au mieux mal soigné, que tu as des séquelles, tu reprends jamais ton boulot, tu peux jamais nourrir tes Je sais enfants. bien, mais Au pire, t'es mort. Donc, je veux dire, tu là, sais, c'est le problème, c'est que l'idée d'épuiser la population dans tous les sens du terme, c'est aussi lui dire, bah, tu vois jusqu'à demain parce que tu n'as pas l'énergie, le temps et même les moyens matériels parfois de voir au-delà, à après-demain et de te battre pour ce qui à long terme va faire que tu seras dans un pays où tu es encore en sécurité. Parce mais que je pense, tu t'occupes juste de ce que tu dois faire aujourd'hui pour les enfants, pour remplir ton frigo, pour arriver à payer toutes tes charges, etc. Et ça fait oui, partie de cet épuisement. Dans les sectes, c'est la même chose. Hein. Dans les sectes, on réveille les gens à 2 ou 3 heures du matin pour aller faire des prières de ceci, des prières de cela. Parce que quand tu n'as pas de nuit complète pendant un certain temps, physiologiquement, tu perds toute velléité de te rebeller. C'est bien sûr, juste dans la survie. Et bien en sûr. fait, moi, je vois les deux choses exactement de la même manière, évidemment à des degrés différents. Mais le résultat est le même en bout de course. Quand tu vois tous les gens qui se plaignent tout le temps, qui n'ont peut-être pas conscience de tout ce qui se passe, mais qui se plaignent tout le temps parce qu'à juste titre, oui, la vie est chère, oui, les prix augmentent, oui, tout ceci, mais qui en bout de course ne lèveront jamais le petit doigt en disant ouais, mais de toute façon, on n'y peut rien. Ouais, ben, c'est clair qu'on n'y peut rien si on ne fait rien, là, on a déjà perdu. Si on y peut. Tu sais, moi, je suis sans doute une idéaliste, mais la démocratie au sens noble du terme, moi, Mais j'y je suis crois. d'accord avec toi, sinon je ne ferais pas tout ça. Je veux Mais dire bien par là sûr, que on y croit. voilà, Et je pense quand on nous dit l'État, mais l'État, c'est nous, c'est à nous de ouais, reprendre aussi mais la maîtrise de notre destin. ça, Qu'est-ce je suis qu'on d'accord peut... avec toi, mais même mon mari, parfois, quand je lui parle de tout ce que. Il a fallu du temps avant qu'il m'écoute, mais maintenant ça commence, enfin. Mais quand je lui parle de tout ça et qu'il dit oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? On est tout petit. Je dis alors, on est tout petit, mais on est beaucoup plus nombreux. Bien sûr, Mais pour bien lui, sûr. c'est abstrait, non, mais on pourra rien faire, tu sais, voilà. Et il y a une espèce de fatalisme, de découragement d'emblée, qui fait que les gens se disent que de toute façon, ils n'ont pas de pouvoir et que soit ils déménagent, ils iront ailleurs où l'herbe ne sera pas forcément plus verte, soit ils vont accepter parce que pour eux, c'est comme ça et c'est scandaleux et où il y a de la corruption, etc. Mais moi, tout seul, petit, j'y arriverai pas. Et je dis pas que c'est la bonne solution, mais c'est ce que je crois qu'on induit à force de les pousser à payer l'eau, l'électricité toujours plus cher, l'essence, le machin. Et à un moment, ben, il y a un découragement et les gens sont crevés, ils arrivent chez eux le soir, et ils n'ont plus le temps et l'énergie de se dire, ouais, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'aider à ce que ça change. Oui, mais on n'est pas tout Moi, ça fait seul, partie du même mécanisme, en fait. on est tous des petits maillons, mais des petits maillons plus des petits maillons, ça fait une chaîne. Je suis d'accord avec toi, hein. Moi, Et c'est c'est en moi qu'il là-dessus faut qu'il faut convaincre. insister. Oui, je Ouais. pense, parce qu'aujourd'hui, non, dire que c'est une fatalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on parle beaucoup des générations futures et de l'écologie, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est ici et maintenant où on doit se battre pour les libertés et on doit se battre déjà actuellement pour avoir un État qui soit aussi un État fort, un État qui nous permette d'être soignés, un État qui nous permette d'être éduqués et un État où les garanties des libertés fondamentales Ouais, ben, sont on est bien respectées. d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai décidé de consacrer ma chaîne aux aspects positifs. Parce que Ok. d'abord, sinon, à un moment, moi, j'aurais sombré aussi corps et âme tellement j'en pouvais plus. Et puis parce que, justement, il faut voir que quand les gens se battent, parce que là, on parle de la France, mais tu as entendu mes capsules, je parle de tout ce qui se passe dans le monde, en tout cas, ce dont j'ai connaissance, parce qu'il y a sûrement plein d'autres choses. Mais qu'à un moment, que les gens voient qu'à un moment, si on se bat, eh bien, ça finit par marcher. Mais bien sûr, mais bien sûr, le combat est déjà une force, c'est-à-dire que on est plus fort si chacun, parce que le constat, on l'a tous. Une fois qu'on a fait le constat, c'est déjà bien, parce que tu parlais des sectes tout à l'heure. C'est vrai que quand on est embringué dans un mouvement sectaire ou quand on a une doxa qui vient véritablement nous laver Le le même cerveau, mécanisme. le constat, on l'a même pas. Donc, d'avoir déjà un constat, c'est déjà un état des lieux qui est Tu objectif. sais qu'au départ, c'est comme ça que moi j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, C'est en avril-mai 2020, en entendant la communication à la télé, je me suis dit, mais ça, c'est la même chose que la communication dans les sectes. oui, Cette espèce de monopolisation permanente de l'attention, séparer les gens de leur famille, etc. Tout ça, on voit enfin, dans la scientologie, on voit dans les 2, 3 sectes contre lesquels j'ai lutté dans des dossiers vraiment très importants. Ça, oui, on le voit, c'est la même chose. oui, oui. Et à partir du moment, ça a fait tilt et je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de fil en aiguille, j'ai déroulé le fil et toute la bobine, la pelote est venue avec. Bien sûr, mais tu sais aussi comme moi qu'une liberté qui a été bafouée ou dont on a été privé, on la récupère jamais ou jamais aussi bien, c'est-à-dire qu'elle est toujours abîmée. Donc il faut se battre 2 fois plus pour pouvoir ensuite faire en sorte que des libertés ne soient pas de nouveau bafouées et je dirais qu'ils nous soient retirées, et puis retrouver tout doucement
au mieux des libertés perdues. Parce que Ouais. aujourd'hui, si on se laisse, si on courbe l'échine et si on est fataliste, ah bah oui, là on va tout de suite dans le mur, ça c'est clair. Voilà, Alors, je on dis est pas bien que le d'accord. combat est facile, je dis pas que la résistance est évidente, mais en même temps, on est nombreux aussi. Mm. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut ici et maintenant pour notre pays? Aujourd'hui, je pense qu'on est tous des contribuables, on a le droit d'avoir un service, là on parle du service d'accès aux soins, mais encore une fois, on peut parler de l'éducation, de la Mm. justice ou d'autres. Aujourd'hui, on doit tous pouvoir avoir accès aux soins avec le bénéfice de la technique et de la science qui avance à grands pas. Hein. Il y a des choses qui sont faites au niveau médical de façon merveilleuse. Mais voilà, ne pas laisser un système de santé s'écrouler et faire en sorte que le rouleau compresseur soit déroulé et qu'on arrive à plus rien. Et une justice aussi qui s'écroule. Si on a je dirais une justice pour les pauvres, une justice pour les riches, une santé pour les pauvres, une santé pour les riches, on en est là. Hein. Mm. Et aussi une école pour les riches, une école pour les pauvres. Mais c'est pas ça le modèle qu'on veut de la société. Pas du tout. C'est surtout pas ça pour ça non plus qu'on paye des tonnes d'impôts, quoi. Exactement, Euh, exactement. Non, c'est compliqué. ouais. Donc voilà, si le ministre nous entend, je ne sais pas s'il nous entend, Je monsieur doute qu'il m'écoute, mais c'est pour jamais. voilà, je l'interpelle parce que aujourd'hui, c'est quelque chose d'important de venir sur le terrain, de se rendre compte et de faire remonter tous ces dysfonctionnements. Alors après, j'entends bien, hein, il y a un coût, il y a plein de choses, mais il faut qu'on mette tout à plat parce que là, on va dans le mur. Donc, il faut véritablement que nos dirigeants, au sens large, hein, prennent quand même la mesure. Et si le but, c'est de tout Ah, mais faire je crois qu'ils ont très bien pris la mesure, hein. ben oui, mais si le but, c'est de tout faire s'écrouler, on les Oui, mais c'est laissera. ça, je dirais, eux, ils ont très bien pris la mesure. La mesure qu'ils n'ont pas prise, la seule, c'est la vitesse à laquelle les gens vont se réveiller encore plus. Oui, C'est mais tout là, je pense simplement qu'on est ça. tous bien réveillés et qu'ensemble, et même ceux qui ne se sentent pas leaders mais suiveurs, eh ben, Oui, suivez quand il y a même pour que suffisamment d'associations sur tous les sujets qu'on a abordés et plein d'autres pour pouvoir rejoindre quelque chose, bien devenir sûr, soit contributeur, si on peut, si les gens peuvent juste contribuer, ou bien apporter des forces de temps, d'imagination, de compétences, enfin, voilà, il y a des associations qui ont besoin de webmasters pour faire des sites, il y a des associations qui ont besoin de plein de choses. bien sûr. Mais là, Maintenant, voilà, ça je devient facile d'aider et de mettre sa petite pierre à l'édifice. bien sûr, là, je parlais de l'association Agissez pour elle. Au départ, ça a été simplement une écoute. Alors après, ça peut être une aide pour des démarches administratives, récupérer des dossiers médicaux. Ça peut être aussi, je dirais, des actions plus ciblées, mais comme tu disais, diviser pour mieux régner et laisser les gens. Là, c'est exactement ce que mes clients ont vécu. C'est-à-dire que dans le deuil, le chagrin de perdre quelqu'un, on les a isolés. On leur a dit surtout, faites rien. Un avocat, ça coûte cher, ça sert à rien. Et on les a laissés avec leur chagrin isolés. C'est quand effectivement le dossier des trois sœurs, donc Mesdames Souk, ce dossier-là est sorti dans la presse, c'est là où les gens se sont dit, mais effectivement, moi aussi, ils sont plus restés seuls, ils ont plus échangé. Chaque cas est différent, mais il y a quand même en filigrane des choses qui sont identiques ou similaires. Et à ce moment-là, on est plus forts tous ensemble. Oui, une des raisons pour lesquelles ils ont confiné tout le monde en 2020, c'était aussi pour éviter qu'on parle, qu'on échange, etc. Je veux dire, Bien sûr, oui. Qu'on c'est tellement confronte évident quand on sait qu'il n'y a aucun bénéfice au niveau des épidémies. C'est pas moi qui le dis, c'est les plus grands épidémiologistes du monde à isoler et à confiner des personnes qui ne sont pas malades. C'est qu'il y a une autre raison. C'est que le but, c'est voilà, c'est casser l'économie, il y a plein de choses, mais voilà. Et puis on a quand même, on a parlé de malades asymptomatiques, on nous a sorti des tas de concepts qui La étaient... novlangue de George Orwell, c'est juste ça. Oui, 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 ben, là c'est les médecins, hein, donc ben, nous on est avocates, mais les médecins le disent eux-mêmes, donc écoutons ceux qui savent, Ouais. Mm. bien sûr. Ben, super. Est-ce que tu as encore d'autres actions dont tu veux nous Non, parler? je pense qu'on fera une autre capsule, peut-être si ça Oui, t'intéresse, alors c'est autre chose, c'est le harcèlement scolaire, là, oui, c'est... ben, bien sûr. Eh ben, donc, merci mille fois, Nancy, d'être venue passer du temps avec moi. Merci à toi, Merci. Et puis, à très bientôt. Au à revoir. bientôt, au revoir. Voilà donc ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'ai été ravie d'accueillir ma consoeur dans cette capsule. Et puis comme d'habitude, résistez, tenez bon, n'obéissez plus. À bientôt, au revoir.